Donc nous allons écouter le témoignage de Sophie et vous allez retrouver à l'intérieur de ce témoignage la plupart des mécanismes de défense que je décris habituellement lorsque je parle des mécanismes de défense pervers narcissiques, notamment le rapport à la pulsion de vie et la pulsion de mort. Je trouve ça assez difficile à expliquer. La pulsion de vie, c'est ce qui anime Sophie, vous allez l'entendre, elle est joyeuse, elle a envie d'aller de l'avant, elle a envie d'organiser des choses sympathiques. Et à ce moment-là, son compagnon va systématiquement aller en sens inverse. Donc la pulsion de mort, c'est aller à l'inverse de la vie, évidemment, en critiquant, en rabaissant, en la rendant malheureuse en fin de compte, et il y réussit. L'idée, semble-t-il, dans son cas, c'est que lui doit être dépressif au fond, et elle est plutôt joyeuse, et c'est qu'à un moment donné, il va la rendre dépressive, et à ce moment-là, lui se sent beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'il a projeté ces mécanismes à l'intérieur d'elle. Souvent, on me demande, est-ce que les pervers narcissiques sont plutôt des hommes ou des femmes ? La question, pour moi, elle ne se pose pas. Hein. C'est universel. Ce sont des mécanismes de défense que certains mettent en place. Vous allez l'entendre dans le témoignage de Sophie. Les mécanismes de défense qu'elle retrouve chez son compagnon sont les mêmes que celles qu'elle retrouvait chez sa maman. Donc vous voyez, ça n'est pas sexué, ça n'est pas genré comme on dit aujourd'hui. Les mécanismes de défense pervers narcissiques sont mis en place pour réchapper à la folie, que l'on soit un homme ou que l'on soit une femme. Il peut y avoir des différences, ça peut être plus facile pour certains à un moment et plus facile pour d'autres à un moment. D'ailleurs, mais à la fin, ça touche tout autant les hommes que les femmes. Bref, je vous laisse écouter le témoignage de Sophie, je vous retrouve tout de suite après pour un dernier commentaire. À tout de suite. Sophie est avec nous maintenant. Bonjour Sophie. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Sophie. Alors vous avez divorcé, mais vous pensez... Il y a quelques années. Il y a quelques années, il y a 9 ans je crois, si je me lis ce qui est marqué sur ma fiche. Mais vous avez subi des violences psychologiques durant ce mariage ? Oui, en fait, c'est venu petit à petit des paroles rabaissantes, une pression permanente pour que les choses soient parfaites. Et petit à petit, je suis devenue sa main droite à la maison. Et sans cesse vouloir me garder à la maison. Mon travail, en fait, il m'a dit texto, ça t'empêche de tourner en rond. Et mes amis, c'était des nuls. Donc voilà, tout ce qui était mon ressenti, mes envies, c'était complètement rabaissé. Alors, il n'était pas violent, c'était un... Non, du tout. C'est une violence, une violence inouïe quand même, ce qu'il vous a fait vivre. Je suis d'accord, Jean-Charles Bouchou, mais je disais ça parce que c'est important, parce que là, on est exactement dans le cas des violences invisibles. Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'on n'est pas avec un homme qui tape Sophie, vous tape pas physiquement. Mais de manière insidieuse, il est tout le temps en train de vous humilier, de vous rabaisser. Pas tout le temps. Alors de temps en temps, c'est ce qui me déstabilisait d'ailleurs, de temps en temps, des mots gentils ou quelque chose qui me valorisait. Et puis après, sans crier gare, en fait, je m'y attendais pas du tout. Pam, une remarque rabaissante. Et par exemple, surtout par rapport à mes envies. Par exemple, il y avait des amis qui organisaient une fête. Moi, je m'en faisais une joie. Et puis je lui en parle et puis il me dit t'attends ça des remarques rabaissantes quoi qui après me coupent toute joie de légèreté en fait aussi. Et il y a des moments où ça se passait bien et puis quelquefois un pic comme ça qui arrivait de nulle part. Oui, mais c'est terrible quand même. Ça veut dire que quand la personne, elle se sent bien, vous avez le droit de vous sentir bien. Puis quand elle se sent mal, il projette tout sur vous et vous devez vous sentir mal à votre tour. Alors quand j'étais mal, il me voyait, j'étais pas bien, un peu renfermée. C'est comme s'il avait pitié moi. Bien sûr. Oui. Vous aviez des enfants, voilà. Vous aviez des enfants ensemble ? Oui, ça s'est aggravé avec l'arrivée des enfants où il voulait que tout soit parfait. Il voulait se rassurer que ça roule. Alors ça, c'est quelque chose que j'entends très souvent, Jean-Charles Bouchou, quand la femme devient mère, l'homme peut à ce moment-là la dévaloriser, comme si le fait qu'elle soit devenue mère, ça le mettait en danger.
Oui, c'est possible. Oui. Il peut y avoir un clivage du type la maman et la putain. J'aime bien, je suis attiré par la putain, mais j'aime pas la maman. Surtout s'il a des rancunes avec sa propre mère. Il peut aussi être jaloux de l'enfant. Ça se voit. Parfois, ça existe. C'est-à-dire que une fois même à table, il m'avait appelé maman, alors que les enfants étaient tout bébés, ils pouvaient pas comprendre. Et là, je l'ai stoppé tout de suite. C'était l'unique et dernière fois, mais s'il avait rien dit, c'était parti pour maman, quoi. Oui, mais bien sûr. Et... En me parlant. Donc il veut la place de l'enfant. Le jour où vous devenez mère, en fait, il se fait piquer la place. Mais je crois, oui, qu'il a voulu être enfant et que je gère tout comme si lui était enfant, quoi. C'est vrai qu'il participait pas du tout aux tâches ménagères, sauf quand il y avait des invités, évidemment. Pour montrer. Donc on voit bien qu'on est dans l'image et dans le clivage. On repère bien tout ce que j'avais énoncé comme mécanisme de défense. Le clivage, le fait d'être coupé en deux, mais surtout le rapport à l'image. C'est-à-dire en public, on est adorable, on aide beaucoup, on est formidable, et dès que les gens sont partis, c'est terminé. Et souvent, quand la personne qui a subi des violences invisibles comme celles que vous avez subies veut témoigner, veut en parler autour d'elle, les gens disent « Mais non, mais écoute, il était adorable, on l'a vu, on est venu chez toi, rappelle-toi. » C'est un peu ça. Jamais de paroles rabaissantes en public, mais en privé. Voilà, surtout quand ça touche aux enfants et aux choses que lui, ça lui échappe aussi, parce que il y avait des choses que moi je prenais en charge obligée. J'étais obligée, plus ou moins. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Il voulait que tout soit parfait et ça le rendait tyran. Il voulait que tout soit parfait, mais n'y participait pas. C'est ça. En fait, il faisait le juge. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Voilà. Et avec les enfants, ils se comportaient comment ? En patriarche, c'était l'interrogatoire de la journée au dîner. En gros, c'était facile parce que les enfants sont encore des enfants, donc là, ils n'étaient pas mis en danger et ils pouvaient régner en maître, quoi. Oui. C'est ça aussi que je remarque, c'est que souvent, face aux enfants, ils sont puissants. Et oui, ils se sentent puissants, mais ils se sentent puissants à la hauteur de ce qu'ils sont impuissants, en fait. Bien sûr. Parce que quand on est bien installé dans sa puissance, et je vous le souhaite à tous, on n'a pas besoin de crier, on n'a pas besoin de le démontrer, on est juste bien, quoi. Mais on voit bien les hommes qui sont des pères un peu autoritaires sont souvent des hommes qui manquent de virilité au sens large du terme. Bien sûr. Et moi, j'ai eu une mère autoritaire qui a divorcé quand j'étais en primaire et qui a dû s'occuper de ses 3 enfants. Elle a été très stricte, très autoritaire, je pense, pour pouvoir tout gérer et ne pas se laisser déborder. Et à l'adolescence, ça a été très très difficile. Et donc, j'ai eu l'habitude avec ma mère donc vous avez rechoisi de pas pouvoir m'exprimer parce que je savais que ça allait monter dans les tours. Et du coup, je suis retombée dans quand les choses mauvaises sont arrivées avec vous aviez l'habitude. J'ai pas pu m'exprimer. J'ai pas pu, alors que j'avais une bonne confiance en moi. Et du coup, ça m'a coupé toute volonté de taper du poing sur la table. Vous aviez épousé maman. Donc, oui. On dit Freud, c'est ça. Absolument, mais on ne cesse de le répéter. Contrairement à ce qu'on croit, les femmes ne choisissent pas un homme par rapport à leur père, mais très souvent par rapport à leur mère. Oui, ou bien, quand j'étais petit, j'ai subi des choses que psychiquement, je n'étais pas capable d'élaborer. C'est-à-dire que j'ai assisté par exemple à de la violence, mais trop petit, je ne pouvais pas l'élaborer, donc j'ai refoulé la violence. Et adulte, je vais rechercher des scènes ressemblant à ce que j'ai vécu enfant pour pouvoir enfin les vivre, parce que maintenant, normalement, mon psychisme, mon organisme est capable de le supporter. Et donc, en vivant des scènes équivalentes, je vais peut-être dégager enfin cette énergie que j'ai refoulée quand j'étais enfant. Parce qu'il y a vraiment de ressemblances extraordinaires entre ce que vous avez vécu avec votre maman et ce que vous avez vécu avec votre compagnon. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous l'avez subi longtemps avant de réagir. Oui. Parce que je pense qu'elle m'a appris à me la fermer, à être soumise. Vous aviez pas le choix, Sophie. Faut toujours se rappeler que quand on est enfant, on n'a pas le choix. C'est même de la survie. Oui. Parce que si on était mis dehors enfant, il n'est pas dit qu'on survivrait dehors. On n'a pas les moyens, en tout cas.
C'est pour ça qu'une fois arrivée à l'adolescence, majeure, j'ai tout envoyé plaquer. Quand vous avez pu, du coup, j'ai profité de ma liberté. Et là, j'ai revécu. D'accord. Voilà. Je suis née une deuxième fois. Comme, vous voyez, Sophie, finalement, c'est quelque chose que je pense parfois. Je me dis, mais si quand on sort de l'adolescence, si on avait tous la possibilité de faire une petite thérapie, eh bien, on avancerait. Parce que ça existe dans pratiquement toutes les cultures. Le passage entre l'enfance et l'âge adulte, bien sûr. Oui. Vous partez seul dans la forêt avec votre cutlass et une gourde d'eau et vous devez survivre pendant une semaine. Ben, il y a une sacrée transition. Oui, c'est ce que vous avez fait. C'est vrai. C'est ce que j'ai fait avec mon sac à dos. Je suis partie le plus loin possible et oui, mais sauf que c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que si vous aviez fait une thérapie à 20 ans, vous auriez compris votre mère et vous n'auriez pas reproduit avec cet homme la même chose. Oui. Vous voyez? Mais c'est pas de votre faute, hein. Je lui ai pardonné entre-temps, donc on en a parlé. Je lui ai pardonné à ma mère. Oui, votre mère, je pense qu'elle était débordée et elle agissait comme ça à la hauteur de son sentiment d'impuissance. Oui. Et du coup, quand j'ai vu arriver ces rabaissements, ces pics et les agissements de mon ex-mari, je n'ai pas pu imposer mon point de vue. J'ai pas réussi à le faire. Mais c'est normal, c'était presque, ça vous semblait presque obligatoire que ça se passe comme ça, et puis après, à un moment donné, Et le déclic, c'est que je me sentais tellement mal, je me disais, d'ailleurs il le disait, c'est toi qui vas pas bien, va consulter. Donc j'ai consulté, j'ai réfléchi beaucoup, j'ai lu beaucoup, et je me suis rendu compte que je devenais aigrie. Et donc je me suis sauvé la vie une troisième fois du coup. Une troisième renaissance. Eh ben vous avez bien fait. Oui. Merci Sophie en tout cas de votre témoignage. J'espère que ces témoignages vous éclairent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter. Si ça vous plaît, mettez un pouce vers le haut pour dire que vous êtes satisfait. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous et activez une petite cloche pour être tenu au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.